Je vais vous laisser. Donc bonjour à tous. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Benoît Casaert, je suis docteur en histoire, auteur de 2 livres sur l'histoire de la compétition automobile, l'un Renault en compétition, et qui est paru aux éditions ETAI en juin 2015, et l'autre en 1976, La véritable histoire d'une saison de Formule 1, qui est paru chez Edilivre à la fin de l'année 2016. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec Matra? En fait, j'ai fait une thèse qui s'intitule, avec un nom assez long et barbare, La compétition automobile comme enjeu opérationnel pour l'entreprise publique française, les relations entre la régie nationale des usines Renault et le secteur pétrolier d'État français de 1959 à 1982. Vous voyez que ça coupe la période Matra. Et pourquoi Matra? Tout simplement parce que ma thèse parle d'Elf. Or, Elf a basé son lancement sur la société Matra. La campagne des Bons Rouges a été faite à partir des accords Matra-UGB qui ont été signés le 19 janvier 1967. Alors d'où vient Elf déjà? On va commencer par expliquer Elf, pour après revenir sur Matra. Elf, c'est une société d'État pétrolière qui a été créée parce que la compagnie française des pétroles, donc Total aujourd'hui, depuis 1954, ne jouait plus le jeu qui lui avait été assigné, à savoir défendre les intérêts français contre les majors anglo-saxons. Et le général de Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, n'a pas toléré que, depuis 24 ans, la Compagnie française des pétroles fasse partie du consortium du cartel des 7 sœurs à hauteur de 6% concernant le Maroc, l'Algérie. Et ça, c'est intolérable pour le général de Gaulle. Donc il décide de fusionner 2 grandes sociétés de recherche, la Régie autonome des pétroles qui a été créée en 1939 et le BRP, le Bureau de recherche des pétroles, qui a été créé en 1945 et qu'il avait créé quand il était président du gouvernement provisoire de la République française. Sauf qu'en 1959, ça ne se passe pas comme prévu. La fusion des 2 échoue, ça devait être la Société industrielle des pétroles. Et donc, il décide avec son ami Pierre Guillaumat, qui est son bras droit, la création d'une petite structure qu'il confie à un autre de ses hommes, Paul Mock, l'Union générale des pétroles, par décret, le 14 novembre 1960, contre l'avis de l'Assemblée nationale, et en particulier du secrétaire d'État à l'époque, qui est Valéry Giscard d'Estaing, qu'on trouvera comme président de la République en 1974. Et donc finalement l'UGP voit le jour, et puis l'UGP, ça va être une technique très maligne pour, on va dire, constituer une société pétrolière d'État puissante. Ça va être par assimilation, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont s'appuyer sur Caltex, qui était California Texas Oil Company SAF, qui était la filiale de Texaco et d'Exxon, ESSO, donc la Standard Oil of California, aux États-Unis, l'ancienne Standard Oil de John D. Rockefeller. Et en fait, à partir de la Caltex qui va être récupérée et raccordée à l'Union industrielle des pétroles, qui devient l'Union générale de distribution à la fin de l'année 1966, eh bien c'est comme ça que va se constituer l'unification du réseau de l'UGP, et le 17 décembre 1965 va être constituée la fusion du BRP et de la RAP, au fond la SIP avec un autre nom, l'ERAP, l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière. Donc ça c'est le contexte. On a le général de Gaulle qui veut affirmer la puissance de la France, la puissance pétrolière de la France, et en particulier en Algérie. Après la guerre d'Algérie, il a réussi à négocier que l'on garde nos possessions pétrolières en Algérie.
Donc il y a du pétrole de disponible, et il y a la raffinerie Feyzin à Lyon qui est ouverte pour l'occasion, et c'est pour ça que va se constituer le groupe ERAP qui va devenir ELF en 1967. Et là on va parler de Matra. Parallèlement, Matra, ça signifie mécanique, aviation, traction. C'est une société qui a été fondée par Marcel Chassaigne en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Matra, c'est une société qui, à la base, est une société qui fait de l'armement et qui s'est spécialisée dans les techniques de pointe, les fusées, puis plus tard l'aérospatiale. Ils vont notamment développer la fusée Diamant, ils vont s'occuper même des premiers satellites français comme Astérix, etc. Donc vraiment, Matra est à la pointe des nouvelles technologies. Mais il y a un vrai problème, c'est que Matra, comme ils font majoritairement de l'armement, ils sont en secret défense. Et Marcel Chassaigne cherche un moyen, à partir du début des années 60, pour faire connaître sa société au grand public. Et là, il va recruter un ingénieur de chez Dassault, en la personne de Jean-Luc Lagardère. Et Jean-Luc Lagardère, il va avoir une idée de génie, et ça va lui être fourni, c'est pour ça que je vais parler aussi de Renault, par la régie Renault, qui choisit en 1963, c'est ce qu'on appelle le choix de Salomon Pierre Dreyfus, c'est-à-dire qu'ils mettent Pierre Dreyfus met face à face une René Bonnet et une Alpine. Il se trouve que c'est l'Alpine qui gagne face à la René Bonnet, donc Pierre Dreyfus décide de ne plus fournir René Bonnet en moteur. À partir de là, René Bonnet n'a plus aucun soutien financier et il n'est plus non plus fourni en moteur, donc il est voué à disparaître. Du coup, c'est Jean-Luc Lagardère qui va racheter René Bonnet et qui va former la société Matra Bonnet en 1964. Et cette société va devenir Matra Sport en 1965. Voilà en fait comment ça va commencer. Matra, c'est une société qui n'est pas une société d'État, mais qui est très proche de l'État. C'est une société privée qui fournit les armements à l'État, qui fournit du matériel de pointe pour l'armée. Donc c'est une société qui est très proche, en particulier d'un homme comme Georges Pompidou, qui est Premier ministre, et qui est favorable à l'initiative privée, et qui a des liens avec, et qui commence à développer des liens avec Jean-Luc Lagardère. Et le général de Gaulle voit d'un bon œil la société Matra. Pourquoi? Parce qu'elle gagne des courses. À partir du 4 juillet 1965, Matra, qui s'est engagé en Formule 3, remporte son premier Grand Prix avec Jean-Pierre Beltoise. Et Jean-Luc Lagardère, c'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit, parce que même Marcel Chassaigne n'y croyait pas. Il a recruté un jeune garçon qui venait d'être accidenté en moto, qui avait un bras dans le plat, qui marchait encore avec des béquilles, et il lui a dit « Je vais vous confier le volant de ma Formule 3, la MS1, l'année suivante. » Et Jean-Pierre Beltoise, en plus, n'aura pas dû gagner la course de Reims, mais il l'a gagné grâce à son talent fou, parce que quand on y réfléchit, il n'a jamais vraiment trouvé l'usage de son bras gauche, il conduisait avec ça. Et en fait, il a réussi quand même, la main tête à queue, à gagner la course. Et donc, à cette époque, on arrive devant la presse du monde entier, avec cette victoire retentissante. Jean-Luc Lagardère annonce nous allons faire la Formule 3 pour apprendre, la Formule 2 pour s'aguerrir et la Formule 1 pour s'imposer. Autrement dit, Jean-Luc Lagardère a l'intention d'être champion du monde de Formule 1. Et alors là, c'est un enthousiasme démesuré qui s'empare de l'opinion publique. Parce qu'il faut imaginer qu'en 1965, ça faisait près d'une décennie qu'on n'avait pas vu de monoplace française de Formule 1 depuis le départ de Gordini, lâché par Simca. Et Amédée Gordini, lui, s'était retrouvé dans l'orbite de la régie Renault, réduit à faire des moteurs de Dauphine et de Renault 8. Donc c'était pas vraiment très flatteur pour
pour Amédée Gordini. Donc du coup, Matra, ce sont les seuls à faire une Formule 1 française par la suite. Et c'est les seuls à avoir une monoplace française en Formule 3 en 1965. Mais le problème, c'est que Matra, ils ont d'autres objectifs que Matra Sport, que la compétition automobile. Ils ne peuvent pas mettre tout leur budget dedans. Donc ils vont avoir besoin d'un partenaire. Ils vont en trouver deux. En 1966, le général de Gaulle visite longuement le stand Matra. Il voit même Jean-Pierre Beltoise, il dit « Ah, Beltoise, vous et Matra, vous formez une famille. » Et puis il voit Jean-Luc Lagardère, et là il est beaucoup plus sec avec Jean-Luc Lagardère. Il lui dit « Vous gagnez des courses, c'est bien, mais votre moteur n'est pas français. » Et Jean-Luc Lagardère me répond « Nous y travaillons, monsieur le président. » Et en fait, Jean-Luc Lagardère, peu après le salon de l'auto 1966, est allé voir Georges Pompidou et lui demande, ni plus ni moins, que de lui accorder un prêt qui sera remboursable 4 ans plus tard s'il gagne. C'est-à-dire qu'il demande ni plus ni moins un prêt pour financer un moteur français qui servira à la fois pour une monoplace de Formule 1 et un sport prototype qui gagnera les 24 heures du Mans. Et Georges Pompidou lui accorde, par le biais de la DGRST, un prêt de 6 millions de francs. C'est considérable pour l'époque. Et donc Jean-Luc Lagardère, avec cet argent, décide de recruter Georges Martin, qui va se charger de la constitution de l'équipe moteur. Et Georges Martin, il va commencer même à travailler en perruque, comme il le dit dans le fameux documentaire de Fabrice Mazet, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le signe de la passion, qui date de 1996, où il va travailler dans le jardin, dans une cabane au fond du jardin, avec son ami Georges Chariat, qui est un ingénieur de chez Simca. Et les deux amis vont faire un moteur. Alors évidemment, Georges Martin demande à Jules Lagardère, il dit, j'en serai encore... il dit dans l'interview à Fabrice Mazet qu'en 1996, j'en serais encore à me demander quel moteur je vais faire parce qu'il y avait plein de possibilités. Et Lagardère lui dit, je voudrais un V12 et je voudrais que ça soit aussi prestigieux qu'un Ferrari, c'est pour ça que je demande un V12 et je voudrais que le bruit de ce moteur soit singulier, qu'on l'entende, qu'il ait un bruit rauque, qu'on le reconnaisse dans tout le peloton. Et c'est comme ça que naît le V12 Matra. Et parallèlement, évidemment, avec des moteurs BRL et des moteurs Ford, Matra va remporter tous les championnats de France, d'Europe, de Formule 3 et de Formule 2, sans interruption, de 1965 à 1969. Ce qui est un exploit quand même. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait de la concurrence en Formule 2. La Formule 2, en 1968, c'était presque au même niveau que la Formule 1. Il faut se replacer dans le contexte. Jim Clark s'est tué non pas en Formule 1, il s'est tué en Formule 2. Il s'est tué sur le vieil Hockenheim avec une Lotus de Formule 2. Et à l'époque, les Formule 2 étaient presque aussi performantes que les Formule 1. D'ailleurs, au Grand Prix de Monaco 1967, Matra va éliminer une Formule 2 sponsorisée par ELF, qui sera avec le même règlement que les Formule 1, mais elles ont le droit de courir. Il y aura un stand ELF, Matra ELF, lors de ce Grand Prix. Alors maintenant, donc j'ai parlé du volet politique, il y a donc le volet du partenariat avec le fameux pétrolier d'État. En fait, ce qui va se passer, c'est que François Guitert va convaincre Jean Pradal de rencontrer Jean-Luc Lagardère. Et le 19 janvier 1900, parce qu'attention, François Guitert, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien agent de combat, un ancien des services secrets, donc il travaillait pour la DST, et il est
en tant que chef du service appui-vente d'Elf-Ferrap et d'Elf Distribution, parce qu'il était chez Elf Distribution. Hein. Vous avez deux branches, vous avez la branche raffinage toujours et la branche distribution. Elf-Ferrap, c'est le groupe lui-même, et Elf Distribution, c'est la filiale française qui donnera Elf France en 1971. C'est ça. Et donc François Viter, moi j'ai rencontré Jean Méo il y a 2 ans. Jean Méo, c'était le directeur raffinage distribution d'Elf-Ferrap. Ça a été le directeur adjoint de l'Union Générale du Pétrole, aux côtés de Paul Mock puis de Pierre Guillaumin. Et Jean Méo m'a expliqué que François Viter avait eu accès à son bureau, alors qu'il n'était que chef du service appui-vente. Il connaissait très bien les dirigeants, il connaissait même Pierre Guillaumin en personne. Donc, pour vous dire le poids qu'avait ce monsieur. Et donc, il a convaincu donc, Jean Pradin de rencontrer Jean-Luc Lagardère. Et la rencontre s'est faite en grande pompe le 19 janvier 1967, à l'occasion du règne de Monte-Carlo. Et c'est là qu'ont été signés les accords entre Matra et l'Union Générale de Distribution. L'Union Générale de Distribution, c'est le nom qu'avait la marque Elf avant de s'appeler Elf. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ensuite la campagne Les Roues Rouges arrivent et qui va être associée à Matra. Il y a même la Matra avec Jean-Pierre Beltoise qui va être mise en scène avec un roue rouge sur le cockpit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1967. Ça va durer 1 mois. C'est une campagne intrigue-révélation qui va durer, qui va être clos le 27 ou 28 avril 1967 et qui va commencer le 27 mars 1967, qui se terminera à la fin du mois d'avril. Et durant cette nuit des roues rouges, il y aura des milliers de stations-service Elf qui verront le jour, où les roues rouges seront remplacées par le logo Elf avec les traits. Et il y a certains roues rouges qui resteront d'ailleurs encore quelques années après. Et Matra et Elf, comme l'affirme Jean-Luc Lagardère, c'est la rencontre de 2 ambitions simultanées. Les 2 veulent redorer le blason de la France en matière de compétition. Les 2 sont investis par le général de Gaulle de la même mission, puisque de Gaulle vient de dire à Jean-Luc Lagardère qu'il veut que Matra gagne le championnat du monde de Formule 1 et les 24 heures du Mans avec une voiture 100% française, châssis plus moteur. Elf a pour mission de répondre, de défendre les intérêts français à l'échelle du groupe pétrolier, mais de redorer le blason national en compétition en sponsorisant Matra, en apportant à Matra son expérience en matière de lubrifiant, de carburant, et en finançant les activités de compétition de Matra. Car Elf est doté par l'État d'un grand budget, et si vous voulez savoir, je vais vous dire la vérité, François Viter n'est plus que ce nom, on peut le dire aujourd'hui. J'ai rencontré Paul Bernard Sauvégot qui a épluché ses comptes en 1981. François Viter, qui était chargé du budget publicité, avait maquillé les comptes. Et en fait, l'ensemble du budget publicité était consacré à la compétition, alors que c'était marqué pour autre chose officiellement. Et puis pour vous donner une idée, il a même été jusqu'à recruter un certain Daniel Sueur en 1974 pour créer un département moto à son actif parce que ce monsieur était passionné de moto, sauf qu'il était tout simplement chargé de l'auditer. Pour éviter l'audit, il va créer un département et il l'a nommé directeur du département. C'est pas mal. Donc, Elf et Matra étaient faits pour se rencontrer. Et puis, ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette rencontre le 19 décembre 1967, dans l'histoire du sport automobile, c'est la durée de l'accord. Un accord entre un pétrolier et un constructeur. Par exemple, Matra et BP, parce que Matra est en accord avec British Petroleum, vous imaginez, avec
le fleuron britannique pétrolier. Mais c'est intolérable pour le général de Gaulle qui ne pouvait pas encadrer les Anglais. Donc on peut imaginer il faut imaginer à cette époque qu'un contrat, que ce soit avec Shell pour Alpine ou avec BP pour Matra, c'était des contrats qui étaient renouvelés tous les ans. Et bien là, ça sera un contrat qui est décidé pour 4 ans. Toute l'année 67, toute l'année 68, toute l'année 69 et la dernière année 70. C'est exceptionnel. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et après, du fait de ce contrat qui apparaît, eh bien les majors feront pareil. C'est-à-dire que ça va inaugurer une autre façon de négocier des accords dans l'histoire entre un pétrolier et un constructeur, dans l'histoire de la compétition automobile. Les accords de longue durée vont remplacer les accords de courte durée. Alors, Jean-Luc Lagardère et donc Jean Pradap, puisque Pierre Guillaume ne s'intéressait pas du tout à la compétition automobile. Lui, c'était quelqu'un qui était tout en haut, il s'occupait des grandes affaires d'Elf et son grand problème, c'était les questions avec l'Algérie, la Sonatrach, etc. C'était pas, et c'était les débouchés après que, on va dire, Elf ne puisse plus aller en Algérie. Parce que Total a bien vécu, ils ont gardé une assise en Algérie. Elf, ils vont être obligés de puiser dans le Gabon et puis dans les forages pétroliers du nord de l'Europe. Donc, clairement, ce qui préoccupe plutôt le sport automobile, c'est François Guitert et c'est Elf Distribution. À tel point d'ailleurs qu'en 1971, tout sera consacré à la compétition automobile du côté d'Air France et sur le plan institutionnel, Elf se désengagera complètement de la compétition automobile, ça ne sera plus que la filiale Air France qui s'en occupera. Et ce n'est pas ce qui nous occupe pour l'heure. Donc Matra, on revient en 1967. Avec Elf, Matra s'engage en Formule 1, mais avec des Formule 3 au Grand Prix de Monaco et continue à glaner des titres en Formule 3 et Formule 2. Et puis suite à notre moteur V12 Matra, qui est enfin au point, en 1968, là je vais devoir revenir en arrière dans le temps d'ailleurs, vous allez avoir 2 écuries qui vont apparaître. D'un côté, une écurie Matra, Elf, que je vais appeler nationale, parce que vous avez une écurie, vous avez une voiture, la MS11, qui est 100% française, avec Jean-Pierre Beltoise au volant, et qui a un châssis et un moteur français. Et de l'autre, vous avez Matra Elf International, qui est issu de Matra International à une époque où Matra était encore en accord avec BP, et qui est né des accords entre Ken Tyrrell, le Britannique Ken Tyrrell, et Jean-Luc Lagardère à la fin de l'année 1965. Parce qu'à la fin de l'année 1965, Jean-Luc Lagardère n'avait pas encore le soutien de l'État pour faire un moteur français. Donc il avait cherché l'expérience des Britanniques, parce qu'il voulait gagner du temps, il fallait aller le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'il est allé rencontrer Ken Tyrrell et qu'il a été fondé du coup à cette occasion l'écurie Matra International. Et les voitures étaient d'ailleurs vert anglais avec des parements bleu, blanc, rouge sur le nez. Comme ça ne faisait pas de polémique. Les susceptibilités étaient habilement ménagées, comme on a dit à l'époque. Et c'était Jackie Stewart, le fameux Jackie Stewart, qui sera champion du monde en 1969. C'est de là que découle Matra Elf International. Mais en fait, Matra Elf International, c'est quoi? C'est Matra qui fournit des châssis qui sont faits en France, à Vélizy, à l'anglais Tyrrell, qui organise la logistique et qui va chercher ses moteurs Ford Cosworth, qui apparaissent en 1967, chez les Américains.
Donc en fait, c'est une coopération internationale, c'est pour ça qu'on appelle Matra international. À charge pour Tyrrell d'acheter les moteurs. Matra nous fournit que les châssis. C'est juste ça l'accord. Mais Ken Tyrrell, lui, est intéressé par les châssis Matra parce que Jackie Stewart, qui n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de conduire une monoplace française, il est habitué à conduire des BRM. Vous vous rendez compte, les BRM, c'est très prestigieux. À cette époque, les BRM, British Racing Motors, c'est aussi prestigieux que les Lotus. BRM, ils vont sombrer dans les années 70, et dans les années 60, ils ont déjà été champions du monde. Donc, Stewart n'a pas du tout envie de lâcher BRM. En 66, il court pour BRM. Et Stewart va être agréablement surpris. La Matra qu'il pilote, qui est une Formule 3, qui est celle qui est l'équivalent de celle au niveau du châssis, qui a gagné Reims en 65 avec Jean-Pierre Beltoise, il dit « J'ai jamais vu un châssis aussi agréable à conduire », avec la fameuse poésie de Jackie Stewart qui dit « Oh mais cette Matra, elle répond toute seule, ce châssis, il est d'une gentillesse avec le pilote ». Vous connaissez un petit peu le verbiage de Jackie Stewart. Donc il fait l'éloge de la Matra. Et c'est comme ça d'ailleurs que Ken Tyrrell va être convaincu et que sera signé l'accord Matra international. Et du coup, John Combe, qui est un autre Anglais, va engager Graham Hill et va aussi acheter des châssis Matra. Mais ça va rester au stade des Formule 3 et des Formule 2, ça n'ira pas jusqu'au niveau de la Formule 1. Donc en Formule 1, en 1968, deux écuries. Matra F, proprement parlé, on peut appeler Matra F national pour simplifier, avec Jean-Pierre Beltoise et Henri Pescarolo. Et de l'autre, vous avez Matra F international avec Jackie Stewart et Johnny Servoz-Galan. Et Jackie Stewart, il va faire le doublé au Grand Prix de Hollande 1968 avec la Matra MS11 100% française de Jean-Pierre Beltoise qui arrive deuxième. Évidemment, le général de Gaulle et Georges Pompidou auraient préféré que ça soit le contraire. Malheureusement, le moteur V12 Matra n'est pas aussi fort, on va dire, pas assez fiable par rapport au moteur V8 Ford Cosworth, qui d'ailleurs a été créé pour écraser le V12 Ferrari. Et comme le V12 Matra a été conçu comme le V12 Ferrari, forcément, le V8 Ford Cosworth, c'est une machine de guerre contre le V12 Matra. Puisque Henry Ford II, qui avait essuyé le refus de la part d'Enzo Ferrari de racheter la Scuderia en 1964, avait dit à Enzo Ferrari qu'il allait se venger. Et c'est pour ça qu'il avait créé le moteur Ford Cosworth et qu'il n'y a que Ferrari qui n'était pas fourni en moteur Ford Cosworth et qu'il avait lancé les Ford GT40 à l'assaut des 24 heures du Mans pour écraser à la fois Ferrari en Formule 1 et en sport prototype. Et il a réussi son pari. Ferrari viendra au plus haut niveau qu'avec Niki Lauda en Formule 1 en 1974 et en sport prototype en 1972 avec la 312P. Et parce que, et entre-temps, en 1964, et là on est avant, avec John Surtees. Mais il est clair qu'à partir de la fin des années 60, ce sont plutôt les moteurs Ford Cosworth qui règnent en Formule 1, clairement. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jackie Stewart considère a plus confiance au moteur Ford V8 Cosworth qu'au moteur V12 Matra. Et pourtant, le moteur V12 Matra va faire des prouesses aux 24 heures du Mans dans les années 70, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors arrive la saison 1969. En 68, Jackie Stewart termine deuxième. Le moteur V12, c'est moins brillant, Jean-Pierre Beltoise termine sixième. Et donc Jean-Luc Lagardère décide que le moment est venu d'abord de gagner les 24 heures du Mans. Ça, c'est toujours cette idée. Il faut d'abord gagner le Mans pour ensuite gagner en Formule 1. Et donc, le moteur V12 Matra sera entièrement consacré à la victoire aux 24 heures du Mans. En 1968, les premières Matra V12 sont déjà apparues avec la deuxième génération de MS630, les MS630 longue queue, qui ont succédé aux courtes queues, qui étaient un moteur BRM.
Et puis l'année d'avant, vous aviez la MS 620 à moteur. Bon. Et en 1969, eh bien, vous avez les MS 630 et déjà les MS 650 qui apparaissent à moteur Matra, puis il y a le fameux prototype MS 640 qui devait contrer les Porsche 917, les Ferrari, etc. Malheureusement, la Matra MS 640 a s'envolé sur la droite des Modières. Et Henri Pescarolo, qui la conduisait, a eu une chance inouïe. Il sera le premier pilote à survivre à un accident sur la droite des Modières. D'ailleurs, il m'a dit, quand il est ressorti de sa voiture, il n'en revenait pas d'être encore en train. Il a eu des séquelles terribles, il a encore les séquelles de son accident. D'ailleurs, il y a des points de suture qui sont en train de lâcher à mesure que les années passent. D'ailleurs, il y a eu 2 pontages derrière Pescarolo, car il y a encore autre chose. C'est une parenthèse de fermée. Henri Pescarolo, qui d'ailleurs, quand on parle de Matra, on ne peut penser qu'à Henri Pescarolo parce que c'est lui qui a tout gagné au 24 heures du Mans avec Matra. C'est vraiment Monsieur Matra, Henri Pescarolo. Si on parle de Matra 100% française, et puis on pense à Jean-Pierre Beltoise aussi au niveau de la Formule 1, même si ça n'a pas été concluant comme on l'aurait espéré. La saison 69 de Formule 1, par contre, ça va être une saison fantastique, mais ça va être une saison fantastique pour Matra Elf International. Autrement dit, ça va être la saison fantastique pour la coopération franco-américano-britannique. Américano pour le moteur, britannique pour la logistique avec Ken Tyrrell, et franco pour le châssis avec la fameuse MS80, qui est la dernière Formule 1 avec le réservoir structuré. Donc la MS80, ça va être une voiture qui va s'avérer imbattable durant la saison 1969. Malheureusement, ça va être uniquement le châssis qui est français, et le moteur est un moteur anglo-saxon, et l'écurie, c'est la logistique de Ken Tyrrell, et le pilote qui est champion du monde, c'est Jackie Stewart, un Écossais. On n'a pas eu le 100% français comme le voulait, le triomphe tricolore comme le voulait le général de Gaulle et Georges Pompidou en 1966, lorsqu'ils appelaient de leur vœu à une voiture de course 100% française, aussi bien en 24 heures qu'en sport prototype. 1970, la MS 80 ne pouvait plus continuer à exister, tout simplement parce que, hélas, les réservoirs structuraux disparaissent, et donc on a l'apparition de la MS 120. Et puis ce qui va se passer aussi, c'est que Matra Elf International va être dissous, et il va être dissous pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que normalement, il y avait de prévu de continuer avec Ken Tyrrell, mais Jackie Stewart a refusé, n'a pas fait confiance au moteur V8 Ford Cosworth, parce que la voiture ne pouvait pas avoir un V8 Ford Cosworth, étant donné que Matra s'était mis avec Simca. Et pourquoi Matra s'est mis avec Simca? Parce qu'on aurait pu imaginer que les voitures, elles auraient pu avoir des moteurs Renault Gordini, par exemple. Tout simplement parce qu'il y a eu l'échec des accords avec Renault. Et oui, il y avait des accords qui étaient prévus avec Renault. Parce que François Guiter, qui était très malin, s'était dit on va faire des accords Matra, Renault, Elf. Parce que si Matra se mettait avec Simca est en partenariat avec Shell, Simca Chrysler. Donc ça voulait dire que Guiter perdait Matra. Et ça, il ne voulait pas. Donc il avait fait en sorte de convaincre la régie Renault, avec laquelle il y avait eu des accords de préconisation signés le 30 avril 1968, entre Pierre Dreyfus et Pierre Guillaumin, de justement suivre Matra et de s'associer avec Matra. Et Jean-Luc Lagardère n'était pas contre de s'associer avec Renault, pardon. Il avait l'idée
de trouver le plus grand réseau de France. Le plus grand réseau de France à cette époque-là, c'est Renault. Et de vendre la Matra MS 530 dans le réseau Renault. Le problème, c'est que Renault, ils vont exiger une chose qu'ils ont déjà exigée, l'Alpine. Sauf que Matra et Alpine, c'est quand même pas le même gabarit. Alpine, c'est une petite société, celle de Jean Régulier, très artisanale. Matra, c'est immense, Matra. Et Matra, Jean-Luc Lagardère ne peut pas se résoudre à être traité comme l'a été Jean Régulier le 1er janvier 1968, à savoir la quasi-assimilation, dans la mesure où les Matra 530 se seraient vus imposer à la place de l'emblème de la flèche de Matra Sport le losange de la région Renault. C'était pas tolérable, ce genre de choses. Donc, il n'y aura pas d'accord entre Matra et Renault. Puis il y a une autre raison aussi, c'est que chez Alpine, ils n'avaient pas du tout l'intention que Matra arrive chez Renault. Parce que ça aurait fait, comme Pierre Dreyfus disait toujours, tout ceci coûte bien cher, la méthode de Pierre Dreyfus à cette époque, c'est la méthode du recours au partenariat. En quoi ça consiste? Ça consiste à faire appel à des partenaires, donc des intermédiaires, et donc de ne jamais s'engager en matière de compétition automobile directement. On fait faire le moteur par Cortini et on fait courir Alpine. Quand les Alpines gagnent, on les appelle des Renault Alpine, et quand elles perdent, on les appelle des Alpine Renault. Et ce qui va se passer, c'est que Jean Rédélé a une dent contre Jean-Luc Lagardère. Il en veut personnellement à Jean-Luc Lagardère. Pourquoi? Parce qu'il y a un de ces brillants ingénieurs, en la personne de Bernard Boyer, qui était un ancien chez Alpine début des années 60. Et il est convaincu que Jean-Luc Lagardère a fait en sorte que Bernard Boyer démissionne pour ensuite qu'il soit recruté chez lui. Et ça, Jean Rédélé ne l'a pas digéré. Et en plus, comme Alpine est devenu le service compétition de la régie Renault, ça ferait un système bicéphale où on en reviendrait à la guerre des services qui avait eu lieu entre 1965 et 1967 et qui avait semé l'anarchie dans la régie Renault entre Jacques Ferret et Jacques Chirac. Et ça, Pierre Dreyfus, il y en aura assez de cette situation. Donc, il n'y aura pas d'accord entre Matra et Renault. Et du coup, Jean-Luc Lagardère va chercher son ami Bill Ryder. Bill Ryder, c'est un monsieur qui travaille pour Chrysler. Or, Simca, société d'industrie de mécanique et carrosserie automobile, fait partie du groupe Chrysler américain. Et donc, Bill Ryder arrive à convaincre les dirigeants de Chrysler que c'est intéressant de faire un partenariat avec Matra. Et du coup, c'est comme ça qu'apparaît Matra Simca. Et le projet est le suivant: faire une Matra Simca coupée qui sera vendue pour le grand public, une voiture de tourisme, et ce sera la Bagheera qui sera présentée en 1973. Donc, et commence alors l'épopée Matra Simca. Mais ça ne va pas être tout de suite Matra Simca Shell, parce que vous vous rappelez que les accords Matra-Elf durent 4 ans. Donc 1970, ça sera encore l'année avec la dernière année Matra. Alors évidemment, François Guiter serait ravi si Matra et Elf gagnaient le championnat du monde de Formule 1. Oui, mais malheureusement, la Matra MS120, c'est pas la MS80. Le moteur Matra V12 et les châssis ne s'accordent pas. La MS120 est une voiture qui n'a pas été très bien conçue. Elle manque de rigidité. Et donc, à partir de là, elle ne va pas faire de brillantes performances, à part quelques troisièmes places. Et ça ne sera pas mieux d'ailleurs pour les années suivantes, mais et puis concernant Elf, François Guiter va choisir de rester aussi avec Tyrrell, et ça sera la fameuse année où vous aurez les marches Tyrrell, puisque la Tyrrell 001 apparaîtra avec Derek Garner
partager son sponsoring entre, d'un côté, Matra et de l'autre, Tyrrell. Et puis, arrive le Tour de France Auto, ça sera le grand adieu, mais un adieu en fanfare, puisque le Tour de France Auto est gagné par Matra haut la main. Si Matra n'a pas gagné encore les 24 heures du Mans, parce qu'en 1970, on est à l'époque de l'hégémonie des protos 5 litres, les Matra c'est des protos 3 litres, ne peuvent pas rivaliser avec les Porsche 917 et les Ferrari 613. Les Porsche 917 vont régner pendant 2 ans consécutivement en 70 et en 71, donc les Matra sont tranquillement à temps de l'horreur. Parce que les Porsche 917, les Proto 5 litres sont des voitures très rapides, très dangereuses, et les accidents commencent à se multiplier, et on n'a pas trop envie du côté de la fédération qu'il y ait une hécatombe en termes de nombre de blessés, de morts, etc. Et la grande peur de la fédération à cette époque, au 24 heures du Mans, c'est d'avoir un accident comme en 1955 avec les 80 personnes qui avaient été mortes. Donc c'est pas tolérable. Donc 1970, on termine en beauté avec la victoire au Tour de France Automobile 1970. Et d'ailleurs, c'est une victoire magique. C'est Elf qui, grâce à son ravitaillement, a permis la victoire de la Matra MS 650 au Tour de France Auto en 1970. 1971, c'est le début des accords avec Shell. Bon, alors en Formule 1, ça va être la dégringolade. Si on avait eu un équipage 100% tricolore avec Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, une équipe de rêve en 1970, Jean-Luc Lagardère décide que ça sera désormais une seule voiture pilotée par Chris Amon. Et donc en 71 et 72, les MS 120B, 120C, 120D vont tomber dans les profondeurs du peloton. À part une victoire hors championnat, donc ça va être très compliqué. Et puis, par contre, là où il va y avoir vraiment le grand triomphe, et là où Matra va avoir une aura indescriptible, ce sont les 3 victoires consécutives au 24 heures du Mans. Et quand on dit que Matra a gagné sans concurrence, permettez-moi de vous dire que c'est scandaleux. Parce que franchement, il y avait une grande concurrence. En 1972, déjà, il y a eu la concurrence, déjà, c'était gagner les 24 heures du Mans. C'était une course très difficile. Matra va la gagner haut la main avec Henri Pescarolo et Graham Hill et la MS 670 courte. Et le championnat, Matra ne va pas le faire puisque c'est Ferrari qui le gagnera avec la Ferrari 312P de Jackie Hicks. Et en 1973, par contre, alors là, c'est la lutte au sommet. Matra Sport contre la Scuderia Ferrari en sport prototype. Matra a gagné le championnat du monde des sports prototypes. Les 3 litres, pas le championnat d'Europe des 2 litres d'Alpine en 1974. Et en plus, la victoire en 24 heures du Mans face à Ferrari. C'est un triomphe. Et en 1974, à nouveau la victoire en 24 heures du Mans. C'est vrai que Ferrari a tiré sa révérence, puisque la Scuderia Ferrari ne veut plus, à partir de cette date, que se consacrer à la Formule 1. C'est la décision du commentateur. Ça fait 10 ans que la Scuderia n'a pas été championne du monde. Il est temps désormais que Ferrari soit champion du monde en Formule 1. Et donc Enzo Ferrari abandonne définitivement les 24 heures du Mans. Et Matra, en 1974, ça sera la dernière tentative aux 24 heures du Mans. Et ça sera encore une victoire magnifique, avec en plus le titre de champion du monde des sports prototypes. Donc c'est vraiment la consécration. Et puis, brutalement, Jean-Luc Lagardère, qui n'a pas encore eu l'occasion de gagner avec son fameux moteur V12 en Formule 1. Parce que là, on peut dire qu'il peut être satisfait sur le plan de la victoire en 24 heures du Mans. J'ai beaucoup entendu dire dans le milieu du sport automobile que Jean-Luc Lagardère s'intéressait plus aux 24 heures du Mans qu'à la Formule
C'est vrai qu'à cette époque, les vainqueurs d'endurance, c'était la course la plus prestigieuse qui existait. La Formule 1 a eu du mal à s'imposer comme la Formule 1 pour sport automobile. Et c'est plus à la fin des années 70 que la Formule 1 passe au-dessus des vainqueurs d'endurance. On est encore à une époque où les vainqueurs d'endurance, c'est l'âge d'or. Et donc Jean-Luc Lagardère décide d'arrêter la compétition automobile définitivement. Mais là, il y a Georges Martin qui va intervenir. Il dit à Jean-Luc Lagardère, quand vous dites définitivement, c'est définitivement bah oui, c'est définitivement. Oui, mais alors, donnez-moi une définition définitivement. 3 ans. Ah, il dit en 3 ans, si vous voulez réunir une équipe châssis, pas de problème. Il y aura du monde. On peut la réunir. Par contre, si vous voulez l'équipe moteur, il n'y aura plus personne. Parce que les gars, ils se sont énormément investis, ils n'auront pas envie de repartir. Donc Jean-Luc Lagardère décide de garder une cellule de veille moteur, convaincu par Georges Martin de la nécessité. Et pas plus tard qu'en 1975, il y a Don Nicol de chez Shadow qui demande d'être fourni en moteur Matra. Et ça durera seulement 2 Grands Prix. Ça sera au Grand Prix d'Autriche et au Grand Prix d'Italie en 1975. Il y aura des Shadow Matra DN5, DN7, pardon, excusez-moi. Des Shadow Matra DN7 qui vont rouler. Et hélas, ça ne sera pas un succès. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en 1976, arrive Guy Ligier en Formule 1. Et là, Jean-Luc Lagardère rencontre Guy Ligier et décide de fournir Guy Ligier en moteur. Et c'est comme ça qu'est développé le moteur Matra MS76 qui va être placé sur la Ligier Matra GS5, piloté par Jacques Lafitte. Et dans l'équipe qui va faire les Ligier, on retrouve Gérard Ducarouge, qui avait fait les sports prototypes, qui avait gagné les vainqueurs du Mans. Avec notamment des gens comme Roland Roy qui avaient dessiné la MS 650 avant, etc. Et donc, on retrouve des gens de chez Matra, chez Ligier. On peut dire, c'est pour ça d'ailleurs que dans les miniatures que j'ai mis là, j'ai mis une petite intruse, la Ligier Matra GS5, parce que ça montre qu'il y avait du Matra dans les Ligier. Même si on regarde les Ligier Matra, ça a duré de 76 à 78, et puis ensuite il y a eu l'intermède Ford Cosworth en 79 et 80, et la reprise finale en 81 et 82, puis ça sera terminé. Et c'est avec Ligier que le moteur Matra va gagner son premier Grand Prix, et ça sera à Anderstorp en juin 1977. Victoire historique. À Anderstorp, on a toujours des victoires assez historiques comme ça. L'année précédente, c'était le seul doublé de l'histoire d'une Formule 1 à 6 roues, la Tyrrell Petronica. Eh bien, en 1977, ça sera la première victoire depuis l'époque de Maurice Trintignant d'une Formule 1 100% française, ce qui est exceptionnel. La Ligier Matra GS7. Bah oui, c'est pas la Renault FRS 10 de Dijon 79, la Formule 1 100% française qui a été la première de l'ère moderne à gagner un Grand Prix de Formule 1. C'est une Ligier Matra. Alors certes, on peut dire que les pneumatiques sont pas françaises, c'est des Goodyear. Oui, mais n'empêche que le moteur Matra V12, eh bien, il était plus français que le moteur Renault, parce que le moteur Renault, il était fait avec KKK. C'était des bottes taniques. Et la botte de vitesse, c'était Hewland. Alors que Matra, c'était 100% français. C'était fait à Vélizy. Enfin, la boîte, elle n'était pas française, mais par contre, KKK, c'était pas un moteur KKK. Mais c'était un moteur français, plus français que Renault, je pense. À mon avis, parce que Renault, ils avaient eu recours aux Britanniques pour le turbo. Ils avaient d'ailleurs recours à Garrett avant de la RS0. Et donc, mais la boîte de vitesse, oui, souvent, c'est une boîte de vitesse qui
suis pas un spécialiste de la technique, je suis un historien. Je connais bien les faits historiques, les grandes politiques, etc. Donc oui, j'en ai un million. 77, donc, la grande satisfaction, c'est la première victoire. Malheureusement, il n'y en aura pas d'autre jusqu'en 81, puisque en 78, c'est une année catastrophique pour l'IG Matra. L'allié JS9, Jacques Lafitte, l'appelle 12, c'est vous dire la voiture. Et puis, du coup, l'IG s'est dit on va reprendre l'ancienne voiture de la saison précédente, on va l'appeler l'IG JS9. Ça ne sera pas concluant non plus. Il faut dire que 78, c'est l'année de la révolution complète de l'effet de sol, et c'est l'hégémonie des Lotus 79. C'est très compliqué. Même les Ferrari qui avaient dominé la saison 77, elles sont écrasées en 78. La 72 T3, elle ne peut rien faire face à la Lotus 79, alors que les 312 T2 avaient gagné contre les Lotus 78. Et 1980, parce qu'entre-temps, il y a eu une fâcherie entre Jean-Luc Lagardère et Guy Ligier. Ils ont boudé pendant 2 ans. C'est Guy Ligier, il veut un moteur Ford Cosworth, et il développe la IGJS11, et il est convaincu qu'il va être champion du monde avec un moteur Ford Cosworth, parce qu'à l'époque, le début de Ford Cosworth, c'est encore c'est le moteur qui vient d'être champion du monde en 78, encore une fois, avec la Lotus 79. Donc forcément, c'est incontournable encore à cette époque. Et c'est vrai qu'on a les prémices du moteur turbo, mais à cette époque-là, on appelle encore la Renault Turbo RS01 la théière jaune. Le surnom disparaîtra avec le 1er juillet 79 à Dijon. Et puis pour la saison 81 de Formule 1, il est décidé la création d'un moteur Matra V12 atmosphérique en attendant un futur Matra Turbo LEMS qui sera le MS82, qui hélas ne sera jamais mis dans une Formule 1. Il fera que tourner autour des essais. Mais par contre, IG et Matra vont faire de brillantes performances en 81. Parce que si on regarde avec les tricheries de la FOCA, considérant que le règlement des accords Concorde n'a pas été respecté durant les premières courses de la saison par Williams et Brabham, on peut considérer qu'ils auraient dû être disqualifiés. Donc on peut considérer que Jacques Lafitte était le champion du monde légitime. Non mais c'est vrai, si on prend le règlement des accords, si on prend le règlement FISA, on va dire, parce que la FOCA avait contourné le règlement en début de saison. C'est pas moi qui le dis, c'est Renaud de la Borderie dans le livre d'or de la Formule 1 1981. Donc on peut dire qu'effectivement, la IGJS 17 Matra a quand même gagné 2 victoires magnifiques au Grand Prix d'Autriche et au Grand Prix du Canada, c'était pas rien, sous une pluie battante au Grand Prix du Canada. Et hélas, en 1982, la IGJS 19, qui était une reprise du concept de la Lotus 80, n'était pas vraiment une réussite, c'est bon qu'on puisse dire. Et la IGJS 17B n'a pas non plus été une très grande réussite. Et puis le moteur Matra MS82 turbo, qui était si prometteur, va être abandonné parce que, encore une fois, Jean-Luc Lagardère va décider l'arrêt de Matra en compétition, et cette fois-ci, il sera définitif à la fin de l'année 1980. C'est pas Lagardère. C'est pas Lagardère qui a décidé.